Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci d'abord aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour animer cette discussion de cette matinée autour des archives de soi. En effet, cette proposition m'a été faite alors que je venais de quitter directement, pourrait-on dire, le milieu des historiennes et des historiens en arrêtant l'émission La Fabrique de l'Histoire. Et j'étais d'autant plus heureux de venir aujourd'hui, justement, que c'est une façon pour moi de continuer à tisser des liens avec ce milieu qui m'a tant nourri pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc merci encore aux organisateurs. D'ailleurs, il est possible que dans cette salle se trouvent quelques personnes qui ont déjà imaginé qu'on pourrait faire des archives avec l'ensemble de ce qui a été fabriqué à la Fabrique de l'Histoire et en faire quelque chose pour les historiens de demain. Et j'en suis très heureux. Alors évidemment, nous allons commencer cette journée, enfin cette matinée avec Philippe Artière, que je n'ai pas besoin de présenter, j'imagine. Je pense que tout le monde connaît Philippe Artière ici même. Philippe Artière, donc, qui est justement spécialiste de ces questions des archives de soi, mais qui va nous faire une sorte de contre-pied, pourrait-on dire, en imaginant comment l'archivage est devenu une pratique de soi aujourd'hui dans un monde numérisé en particulier. Je lui laisse la parole. Je rappelle que son dernier livre, d'ailleurs, s'intitule Le dossier sauvage et qu'il a quelque chose à voir avec la question que nous posons aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices de m'avoir invité à faire cette intervention. J'en suis très honoré. Je dois dire que faut-il le rappeler, les archives plus qu'aucun et l'histoire des archives plus qu'aucune est une histoire collective. Donc je vais parler, mais je vais parler aussi d'un certain nombre de travaux. Et derrière mon propos, il y a beaucoup de chantiers, de terrains en cours, et qui font que cette question finalement de l'archivage de soi me semble particulièrement bienvenue. Et vous allez le voir, j'espère aussi, qui pose un certain nombre de problèmes. Oui. Aux archivistes et aux historiennes et aux historiens, puisque ça c'est peut-être une chose qui a changé depuis 25 ans, c'est que désormais, non seulement nous parlons ensemble dans des journées, comme celle d'aujourd'hui et d'hier, mais aussi nous travaillons ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce fameux mur que Arlette Farge aimait à représenter dans Le goût de l'archive. Je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui soient désormais du côté de la salle de lecture et de l'autre des magasins, et qu'il y a une porosité. La preuve, c'est que pendant ces journées, j'ai eu l'occasion de parler d'archives qui étaient non déposées et d'imaginer une solution pour ces archives, ce qui était beaucoup plus complexe il y a encore 20 ans. Je vais revenir à ces 20 ans, parce qu'effectivement, à partir des années 80, la discipline historique, suivant l'intérêt manifesté par les études littéraires, on entendra une intervention d'une chercheuse de l'ITEM, l'ITEM a été très moteur dans cette question des archives et des archives privées. Donc l'intérêt manifesté par les études littéraires, mais aussi les recherches des anthropologues du proche, certaines sont ici ce matin, s'est intéressé, on le sait, aux écrits de soi. L'histoire de la vie privée s'est ainsi beaucoup appuyée sur ces sources qu'on considérait alors comme délaissées, et qu'il était, voire méprisées, jusqu'alors. Disons-le, et il en reste aujourd'hui des traces visibles. Soudain, les archives personnelles, les égo-documents, comme on aime à dire aujourd'hui, furent les sources reines. Les sources reines d'une histoire renouvelée, celle des conflits mondiaux. Qui n'a pas lu le journal d'un poilu, les lettres de l'arrière,
dont Emmanuel, d'ailleurs, tu fus en tes fonctions l'un des grands transmetteurs de l'histoire sociale, des autobiographies d'ouvriers et d'ouvrières, de marginaux divers et variés, celle aussi d'une histoire des femmes. Je pense évidemment au livre fondateur de Michel Perrault, Caroline B., ou encore plus récemment de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire populaire, ou l'histoire des vaincus, de Zine. Au fond, qu'est-ce que serait l'histoire des vaincus sans ces archives-là? Qu'est-ce que seraient les travaux de Michel Zancarini-Fournel ou de Gérard Noiriel sans cette voie-là, ces voies-là? Il nous faut bien constater que 40 ans après, écriture de soi et archives de soi sont, dans l'esprit même d'ailleurs de cette matinée, confondus. Or, il me semble que la pratique du journal personnel, tel que son nom sera sans doute évoqué, ses travaux, tels que Philippe Lejeune a pu les travailler dans Le Mois des Demoiselles, ou la rédaction d'une autobiographie, n'est pas une pratique d'archivage. C'est une pratique d'écriture. Et je suis très, par ailleurs, je pense que c'est cette question de la pratique d'écriture comme champ d'étude a émergé aussi dans le sillage de ces documents. Et donc, c'est une pratique d'écriture qui n'a pas, ou que rarement, vocation à survivre à son scripteur. Sauf quand elle fait l'objet d'un don ou d'un dépôt dans une institution. Bon, c'était le cas, et ça me touche beaucoup parce qu'il y a presque, c'était au début des années, en 1990, donc vous voyez, il y a quand même 30 ans maintenant, à l'INRP, rue d'Ulm, autour de Philippe Lejeune, nous nous sommes réunis pour créer l'association pour l'autobiographie. Et c'était l'APA. Et c'était Chantal Chaveria-Dumoulin qui avait reçu, qui elle-même était diariste, et qui avait reçu de sa mère, qui avait reçu de sa grand-mère, de sa mère, leurs journaux. Et donc là, il y avait accumulation, il y avait question, c'était une transmission qui était à l'origine. Et c'est ce geste-là qui avait poussé Philippe Lejeune à nous réunir et à essayer de créer, et en parvenant d'ailleurs, cette association qui a désormais un fonds considérable, dont d'ailleurs l'avenir est en suspens, à Ambérieu-en-Bugey. Donc, il en est de même, et sans doute de façon plus évidente, concernant la pratique épistolaire. Avoir une correspondance relève d'une écriture personnelle, mais c'est l'acte de conserver, de rassembler des lettres en liasse, de les classer, qui est archivage. Le cinéma a mis en scène le produit de cet acte bien singulier. Deux exemples, le film légendaire de Clint Eastwood, Sur la route de Madison. Alors on se souvient de cette scène de la séparation, mais on se souvient peu que le film commence après un deuil, au moment de l'enterrement, et que les deux enfants arrivent dans la ferme et découvrent la liasse, la malle dans laquelle il y a les journaux de la mère. Et c'est à partir de ces journaux qu'on va découvrir la vie et la passion de cette femme pour ce photographe du National Geographic. Un autre exemple qui nous emmène vers le collectif, c'est le film de Ken Loach, Land and Freedom. Même situation, mais une petite fille, avec un écart de génération, et la découverte par la petite fille, là aussi, alors c'est intéressant, les contenants, là c'est aussi une valise, et ce n'est pas seulement des archives personnelles, mais c'est un ensemble de documentation concernant l'appartenance, l'engagement de ce grand-père aux brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. L'étude des pratiques d'archivage, si elles sont de plus en plus étudiées, hier il en a été question, je n'ai pas pu être là l'après-midi, mais en tout au moins le matin, s'agissant des archives publiques, et on a vu combien les gestes des archivistes étaient souvent d'ailleurs singuliers, qu'ils étaient liés, comme on dit aujourd'hui, ils sont personnes dépendantes.
hein. C'est une chose intéressante, c'est-à-dire que ce sont des gestes, pensez à cette figure extraordinaire que tout le monde a en tête, de Ringelblum, hein, qui sauve, qui constitue les archives et qui constitue aussi le lieu, enfin, qui pense la conservation de ces archives du ghetto de Varsovie, qui est à mon avis un acte qui devrait, enfin, cette figure extraordinaire de cet historien archiviste devrait être beaucoup plus mise en avant, parce qu'elle dit beaucoup aussi de cette question de qu'est-ce que c'est qu'archiver. Ça ouvre... L'exemple de Ringelblum ouvre l'exposition qui commence lundi au Mémorial de la Shoah sur les voix des témoins, partant de Ringelblum pour pouvoir expliquer justement comment les témoins ont raconté la Shoah, les survivants ont raconté la Shoah, et même ceux qui sont morts, puisqu'effectivement c'est le cas de Ringelblum et de tous ceux qui travaillaient avec lui dans le ghetto. Donc ce domaine-là de l'archivage, on en a parlé hier, d'une anthropologie de l'archivage, il est encore en friche. Heureusement, il y a toujours des avant-gardes, et Yann Potin, qui est ici, fait partie de ces chercheurs d'avant-garde avec une méthodologie propre, hein, qu'on connaît ici, je pense tous, c'est-à-dire une étude topographique, hein, qu'il a pu mener sur Gabriel Lebras, ou encore, et c'est tout à fait intéressant dans le contexte actuel, pour toutes sortes de raisons, concernant Françoise Dolto. Car en effet, tout se passe comme si organiser la survie à soi-même de ces papiers allait de soi. Autant ça ne va pas de soi, comme on l'a vu hier, pour les institutions, mais alors, concernant les individus, ça va de soi, comme si, au fond, la conservation des égo-documents, comme on les nomme désormais, allait de soi, suivant cet adage que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il est vrai que, dans de nombreux cas, au XIXe siècle, s'agissant d'écrits de membres émanant de la bourgeoisie, la sédimentation liée à la propriété a été considérée comme archivage. Le fait qu'à un moment donné, dans un lieu, ça s'accumule. Et comme on ne vend pas le bien, eh bien, voilà, tout ça reste. Or, Cécile Dauphin et Daniel Poublan, pour citer les travaux précurseurs autour de Roger Chartier dans cette maison, s'agissant de correspondance familiale sur plusieurs générations, ou encore Jean Hébrard, les écrits ordinaires, ont montré comment l'archivage pouvait s'inscrire dans des cultures et des habitus sociaux particuliers et qu'il n'allait pas de soi. Des études aussi ont montré comment certains sujets se sont constitués en archivistes d'eux-mêmes. Je pense, et c'est l'occasion de lui rendre hommage, Daniel Fabre, qui est justement mort quasiment aujourd'hui, enfin, il y a maintenant 4 ans, en janvier 2016. Daniel Fabre, dans le dernier article qu'il publia, a magnifiquement documenté le cas de Georges Hérel, professeur de philosophie en lycée, qui passa une partie des dernières années de sa vie à construire son monument de papier et à le faire entrer dans les collections publiques, en particulier au sein de la bibliothèque municipale de Troyes, notamment ses fameux projets, enfin son grand projet, travaillé par Clive Thompson sur son homosexualité et ses enquêtes sur l'histoire de l'amour grec. Je vous renvoie au papier de Daniel, qui était paru dans le volume dirigé par Nicolas Adel et Jérôme Lamy, Les vies savantes. Le livre s'appelle « Ce que la science fait à la vie », c'était au CTHS. Il ne s'agissait pas seulement pour Hérel de s'écrire, mais de constituer, à la manière du poète italien dont il était le traducteur, hein, Gabriele D'Annunzio, un mausolée d'écrits, en s'appropriant les méthodes de la science archivistique, constituant des dossiers, produisant des inventaires, et au fond, en devenant l'acteur de son propre archivage. Alors, je ne vais pas revenir sur cette histoire de l'archivage de soi au XIXe et XXe siècle. Je voudrais me demander ce qu'il en est aujourd'hui, au moment où historiennes et historiens du trait contemporain, eh bien, l'archivage est massivement numérique. Tout récemment, dans un livre traduit, la publication d'un livre traduit, Bernard Harcourt,
dans ce qu'il nomme la datification, et son corollaire, la société d'exposition, fruit de la révolution numérique et de la généralisation de l'usage individuel de l'informatique. Au fond, jamais, cela a été dit, je crois, le mot archive n'a été aussi présent. On enregistre, on save, comme on dit, et je voudrais citer la revue Genesis et un entretien de Jacques Derrida avec Daniel Ferrer de 2001 déjà. Et Derrida le disait très bien, non sans lucidité le concernant. Voici ce que Derrida disait. Ma terreur, depuis que j'ai des ordinateurs, la terreur de perdre des textes, terreur qui tient aux traumatismes initiaux, j'ai perdu des textes comme tout le monde, terreur que j'aurais pu ressentir quand j'écrivais sur du papier, car on peut perdre des papiers très facilement. Néanmoins, la terreur, c'est de perdre du texte. Maintenant, j'ai dans la maison, j'ose l'avouer, 3 ordinateurs et 2 d'entre eux ont en plus un zip drive, un disque dur supplémentaire. Le mot supplément est magnifique pour dire ces choses-là. Et quand j'écris un long texte qui traîne longtemps sans être imprimé, je ne quitte jamais ma maison, car on m'a cambriolé, on m'a volé mes ordinateurs, je ne quitte jamais la maison sans avoir multiplié le texte en question sur 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 10 exemplaires que je laisse en différents endroits, parce qu'il y a aussi les risques d'incendie, de cambriolage. Et j'ai là, dans ma serviette, l'essentiel de ce qui est en cours, pas de la réserve générale. Ce qui est en attente, c'est dans ma serviette. Donc c'est un texte en ligne de Derrida qui s'appelle « Entre le corps écrivant et l'écriture ». C'est un entretien, une très belle série d'entretiens dans Genesis autour de la question de la bibliothèque et des archives d'un certain nombre de chercheurs, d'écrivains. C'était en 2001, numéro 17. Mais ce que Derrida estime être une névrose, je cite, qui se développe avec la technologie, résulte en réalité, et nous l'avons depuis appris, d'une injonction à la sauvegarde et de l'archivage des données privées. Nos tiroirs personnels sont pleins d'une collection de supports d'archivage, disquettes, CD, DVD, clés USB, disques durs, zip drive, super disques durs, mais que nous ne pouvons plus lire et dont les données sont perdues, sauf pour les prévoyants d'entre nous. J'ai eu cette discussion avec deux prévoyants qui sont dans la salle, je ne citerai pas, qui, eux, ont pris soin de les mettre sur le cloud. Ces espaces de stockage externes, qui ne sont pas dans le ciel, mais bien sur Terre, mais pas chez nous, donc pas soumis, croyons-nous, au vol, à l'incendie, aux inondations. Alors, dans un livre qui était paru en 2011, un chercheur de Microsoft Research, Gordon Bell, le livre s'appelait Total Recall, était absolument enthousiaste face à cette idée et à ce projet. Le projet s'appelait My Life Bits, qui allait bouleverser, disait-il, le fait même d'être humain. On pouvait en effet désormais enregistrer et stocker à peu près et à chaque moment de notre existence, tout, en 4 étapes. Bon, je ne vais pas développer parce que je sais que j'ai déjà vu que Emmanuel regardait sa montre. Donc voilà, en gros, des choses, des gestes, c'est ça qui est extraordinaire. C'était en 2011, donc 9 ans plus tard. En fait, ces gestes qui consistaient à la fois à s'équiper d'abord du matériel nécessaire, ensuite numériser tout ce qu'on a accumulé jusqu'ici, puis adopter le life logging. Bon, ce sont des choses qu'on peut trouver, par exemple, qu'on voit très bien dans le site Désordre, qui est une manière, d'ailleurs, détournée et transgressive de Philippe de Joncker, site qui nous tient depuis des années, et enfin, c'était un des précurseurs, et qui est vraiment dans cette numérisation et cet usage optimal des outils de sauvegarde. Alors Jean-Louis Janel, dans le compte-rendu qu'il faisait de l'ouvrage, dans le quotidien Le Monde, disait qu'organiser soigneusement, on pouvait tous organiser soigneusement son e-mémoire en rangeant les documents selon une arborescence précise. Alors, n'en déplaise à Gordon Bell, au fond, là, il ne s'agit pas vraiment d'une pratique de soi.
entendu comme un exercice de liberté. D'aucuns auraient dit ici, enfin, là, un grand aurait dit ici de subjectivation, mais au contraire, pour beaucoup, d'une soumission, voire d'une aliénation. Pour que nos ordinateurs fonctionnent, hein, il leur faut de la mémoire vive, ainsi que de nous, qui de nous n'a pas d'ailleurs vu apparaître sur son écran ce message, enfin c'était encore le cas ce matin pour moi, espace indisponible, insuffisant pour, enfin, ou espace disponible insuffisant pour démarrer l'application. Il nous faut nous auto-archiver au risque de ne plus pouvoir être présent au présent. Si tu veux vivre, archive-toi. Je voudrais essayer, dans ce nouveau contexte, essayer de caractériser à travers quelques cas des actes d'archivage contemporains qui pourraient être considérés comme des formes de pratique de soi et qui, pour certaines, ne sont pas sans poser des questions et qui ont été un peu évoquées déjà hier matin. En premier lieu, il me semble qu'il y a un acte d'archivage absolument central. Il en a été question, d'ailleurs une archiviste de la Creuse l'a dit, la jouissance qu'elle a pu avoir dans la destruction d'un certain nombre d'archives. Et donc, c'est la destruction volontaire. Après tout, je vous rappelle ce très beau livre, La mort volontaire au Japon. La destruction volontaire. Or, il est très fréquent, et si j'ose dire beaucoup plus difficile aujourd'hui avec des données numériques que précédemment avec le papier, d'ailleurs de les repérer. S'archiver, cela peut ainsi être s'effacer. Autrement dit, dans le contexte que nous avons dépeint, se désarchiver, supprimer ses traces. Les archives de ce désarchivage sont par définition extrêmement rares. Avant le numérique, on en trouvait dans les archives de la police lorsque cet acte s'accompagnait d'un suicide physique ou d'une disparition. Reste de courrier brûlé, par exemple. C'est des choses qu'avec Emmanuel Giry, grâce aux archives nationales, lorsque nous avons préparé l'exposition sur mai-juin 68, nous avons trouvé, et il y a aux archives nationales, c'est d'ailleurs un acte, là aussi, hein, un acte d'archivage des archivistes de l'époque, très singulier, que d'avoir archivé des cendres. On les avait montrées d'ailleurs à Pierrefitte dans la deuxième partie de l'exposition. Donc, il me semble qu'ils sont à chercher, ces restes désormais, à chercher du côté des instruments pour se rendre anonymes. Sur le web, par exemple, avec des applications comme IP Planetinium, enfin c'est IP d'ailleurs, certains artistes ont fait de leur œuvre d'ailleurs cet acte. Ainsi, j'évoquerai très rapidement Tino Segal. Ça pose d'ailleurs des problèmes aux archives même, aux archives du Centre national des arts plastiques, hein, parce et aux archives du Centre Pompidou, puisque une des pièces de Tino Segal a été achetée, et la question c'est comment on archive cet achat. Dont le travail ne peut être photographié, ne peut être capté, ne peut être filmé, ne peut être enregistré. Et par exemple, This Situation, qui réunissait des chercheurs hein, dans un dispositif de conversation, n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, d'aucune transcription, d'aucune capture et d'aucune trace. La transmission des règles du protocole se fait par la parole de ceux qui ont été précédemment initiés. C'est ainsi aussi, et ça a été évoqué hier matin, que dans le droit, on trouve désormais ce souci d'effacement avec ce qui a été désigné en 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne comme un droit au déréférencement, appelé également droit à l'oubli ou droit à l'effacement. Et depuis, un citoyen de l'Union européenne a le droit de demander aux moteurs de recherche de supprimer dans leurs résultats, à la suite d'une requête portant sur son nom, le lien vers des pages le concernant. Ne rien faire, autrement dit s'abstenir, peut aussi être pris en considération. C'est ce qui a fait jadis notre bonheur de chercheur avec Jean-François Lahaye lorsque nous faisions les poubelles ou les encombrants. Il y a sans doute dans une collecte à mener aujourd'hui, dans les déchetteries ou autres lieux de recyclage des ordinateurs individuels. Il est
un autre archivage qui me semble relever de la pratique de soi et qui se multiplie dans un contexte numérique. C'est ce que j'appellerais très largement l'archivage communautaire. En d'autres termes, non plus des archives du je, mais des archives d'un nous. La doctrine archivistique universaliste préfère ne pas trop aborder ce cas, et c'est vrai que ça gêne aux entournures, que ça nous met très mal à l'aise, voire en conflit. Sont pourtant de plus en plus nombreuses, ces revendications, non pas non plus comme Alban Bensa et Daniel Fabre appelaient une histoire à soi, mais des archives à soi. Ces revendications d'un jeu devenu nous sont de nature évidemment politique. Il en a peut-être été question dans l'après-midi notamment autour de démocratie et archivage. Il ne s'agit donc plus d'avoir une histoire à soi, mais de se faire archiviste. Alors il me semble, et je voudrais, parce que c'est un dossier sur lequel j'ai été impliqué et je suis même en conflit avec certaines personnes, sur ce que les membres du collectif, puisqu'il faut les lire, de l'archive LGBTI à Paris. Alors, et le conflit porte entre les archives de Paris et ce collectif. Alors, les militants affirment vouloir avoir donc la maîtrise de l'ensemble de la chaîne des archives. Alors, je vais aller très vite. Je vous encourage à aller voir sur leur site et ce qu'ils appellent en fait la maîtrise des 4 C. On connaît bien dans le... tous, c'est-à-dire les 4 C, c'est la conservation, c'est la consultation, c'est le classement, c'est la conservation, le classement, la conservation et la communication. Collecte, conservation, classement et communication. C'est ce qui a été évoqué hier, c'est la méfiance à l'égard de l'État, est très forte. L'État comme les archivistes ne représentant plus finalement la société civile, mais un État qui est très, d'ailleurs historiquement et légitimement, aurait été et a été un État oppressant et oppresseur. Alors je passe sur... Je voudrais quand même lire quelques mots parce que ça me paraît très, très fort. Par exemple, sur la communication. Pour vivre, les archives doivent circuler le plus possible. Mises à disposition de centres d'archives, elles sont aussi communicables et valorisables à l'extérieur. La compétence communautaire qui permet, par exemple, d'identifier rapidement et de manière exhaustive les personnes présentes sur une photographie ou une vidéo de manifestation est un gain irremplaçable. Elle permet également de réduire les délais de communicabilité des différents documents et des objets, d'autant que nombre d'archives LGBTQI sont classées archives sensibles par les institutions et les réglementations sur la protection de la vie privée lorsqu'elles traitent de la sexualité, de la santé et de l'appartenance politique. Concernant la valorisation, elle se traduit par une programmation culturelle riche et variée, par des expositions, des expériences mémorielles et des réactivations des archives, des projections débats et des actions éducatives en direction de tous les publics. Alors moi, ce qui me frappe évidemment dans ce discours, et puis on aura l'occasion, je pense, dans la discussion d'y revenir, ce qui me frappe dans ce discours, c'est que jamais il n'est question, au fond, de la nature des archives, des documents. On les dit sensibles, mais on ne sait pas ce que sont ces documents. Et pour un certain nombre d'entre nous qui connaissons ces documents, puisqu'ils sont en partie dans les institutions publiques, pour toutes sortes de raisons qui ont été aussi évoquées hier, cette question, c'est plus celle de la maîtrise sur les différents actes de l'archivage. L'essentiel est moins donc les différents éléments, notamment au regard du respect du droit des personnes, que la manière dont ces éléments vont être organisés et maniés. Je dirais maniement d'archives. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important, c'est-à-dire que
il me semble que ce que Olivier Corpé disait en fondant l'IMEC, que les archives étaient des objets sociaux, aujourd'hui, eh bien, l'archivage est plus que jamais, en tout cas, disons, un objet politique. J'en donnerai un autre exemple, hein, pour ne pas focaliser mon regard sur seulement le conflit parisien, mais un autre exemple qui est un exemple qui, lui, s'est autonomisé, c'est l'exemple des rapatriés d'Algérie qui viennent d'ouvrir, hein, en octobre 2019, le Conservatoire national de la mémoire des Français d'Algérie du Nord, à Aix-en-Provence. Donc, non sans ironie, hein, un peu comme Yann Potin me le rappelait quand François Mitterrand avait créé la fondation François Mitterrand à quelques mètres des archives nationales. Eh bien, évidemment, ce centre de document national de la mémoire a été créé à quelques centaines, à vol d'oiseau, hein, pas très très loin, évidemment, du centre des archives de l'Outre-mer que nous connaissons tous. Avec un fonds, bon, je ne citerai pas les mots, mais je vous encourage à aller voir la manière dont ce nous s'exprime sur ces archives, hein, ces documents qui ont été confiés par les rapatriés eux-mêmes et leurs familles pour qu'on n'oublie pas leur histoire, la douleur du déracinement, la violence et le mépris dont ils ont été victimes des deux côtés de la Méditerranée. Ce mémorial va aussi être l'occasion pour les descendants des Pieds Noirs de se réapproprier leur histoire familiale, méconnue par les plus jeunes. Il me semble qu'un contre-exemple tout à fait intéressant, et où il y a une invitation justement à un archivage qui est un archivage d'un nous, est le mémorial de la Shoah. À Paris. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu la petite brochure ou sont allés sur le site. C'est une petite brochure qui invite à un dépôt des archives, de ses propres archives, avec ces mots: nous collectons les archives privées, papiers, divers, objets, photographies, films, ouvrages, journaux, sur l'histoire des Juifs de France, d'Afrique du Nord et d'Europe pendant la Shoah, mais aussi durant la période de 1880 à 1948. Déposez vos archives au centre de documentation du mémorial ou en donner une copie. C'est continuer à la transmission, à la recherche et à l'étude de l'histoire des Juifs d'Europe au XXe siècle, tout en garantissant la pérennité des documents confiés au centre de documentation. Donc, je dis, pour synthétiser, il y a d'un côté une appropriation et de l'autre, je crois, sans doute très brièvement, hein, trop brièvement, une forme de préservation. Et cette différence tient sans doute à l'histoire de ces communautés. Hein. D'un côté, l'archive d'un nous, dans le cas des LGBTQI et des Français rapatriés, et la possibilité d'un archivage d'un moi à qui l'on aurait refusé une mémoire, et c'est bien l'acte d'archivage qui est là déterminant, et c'est peut-être quelque chose qui nous est directement envoyé comme une sorte de... là, quelque chose qu'il nous faut entendre, et que peut-être nous avons du mal à entendre. En tout cas, en tant qu'historien, j'ai beaucoup de mal à entendre cette revendication. Il y a une troisième forme d'archivage de soi qui me semble relever d'une pratique de soi et que le numérique a largement contribué à développer et qui n'est pas étrangère à la précédente et dont les archivistes, ça a été évoqué, sont les témoins quotidiennement. Surtout les archivistes, ils ont beaucoup vécu dans les centres des archives départementales. Ces pratiques de soi sont très souvent méprisées par la discipline des historiens, il faut bien le reconnaître, alors qu'il me semble qu'elles sont absolument essentielles dans le rapport que nos contemporains entretiennent au passé, à savoir les généalogistes. Alors, il y a eu quand même des travaux, hein, plutôt des anthropologues. Bon, évidemment, il y a le texte important de 1992 de Bruguière, d'André Bruguière, la généalogie dans les lieux de mémoire. Mais depuis, le travail, il y a eu aussi le travail de Sylvie Sagne, que je voulais citer, dans la revue Terrain,
sur cette passion généalogique, et où elle livre le portrait de ces praticiens des archives. Elle montre, à partir d'une ethnologie réalisée dans le Minervois, son terrain principal, combien une fois encore, transparaît de la prépondérance du jeu, car si la généalogie ne sert pas à réaliser à partir de ce bien symbolique commun qu'est la mémoire, cet idéal de cohésion et de partage que revendique le faiseur d'ancêtres, elle permet à l'échelle individuelle de réparer les lacunes et les ruptures. Et l'anthropologue explique ainsi que souvent cette quête d'ancêtres, qui est aussi celle des cousins, débouche sur des récits autobiographiques ou aujourd'hui sur des sites sur Internet. Mais ce résultat compte en définitive peu, c'est-à-dire le résultat de la recherche compte peu pour ces acteurs. Ce qui est le plus important, c'est la démarche de recherche dans les archives. Cet acte d'être historien de soi-même et de se constituer un dossier à son nom. En somme, c'est la pratique des archives comme exercice de soi. Et c'est sur cet exemple-là qu'on peut peut-être d'ailleurs, et Annette Wieworka, dans la conférence inaugurale qu'elle nous a offert hier matin, a fait cet exercice magnifique que de montrer à quel point cette pratique des archives avait été pour elle un exercice de soi. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bravo, tu as tenu la durée, donc on va pouvoir avoir environ une vingtaine de minutes, 25 minutes de discussion avant la table ronde sur les archives de soi qui viendra aux alentours de 11h. Je voulais peut-être te poser une première question avant de donner la parole à la salle. Que fais-tu dans ce contexte-là des archives automatiques, de l'archivage automatique, c'est-à-dire l'archive de soi qui se fait automatiquement, par exemple, lorsqu'on est sur un réseau social où on n'a rien à faire pour pouvoir archiver ses conversations Messenger, pour pouvoir archiver ses discussions Instagram, etc., etc. Qu'est-ce que ce type d'archivage dit justement de l'archive de soi, un archivage qui est procédé de l'extérieur par des machines et des algorithmes? Alors ça, on l'a évoqué concernant les archives publiques hier, c'est ce qu'on appelle l'archivage courant, enfin les archives courantes. Dans toute institution, il y a un service des archives et ça va de... Voilà, on dit... C'est un service. Là, oui. C'est un algorithme. Oui, mais ça va de... C'est-à-dire que ça va de... Enfin, c'est une bonne... Enfin, disons, dans la bureaucratie telle qu'elle a été pensée à partir de la fin du XVIIIe, cette question de... je ne crois pas qu'il y ait une très grande différence de nature. C'est-à-dire que cette manière de systématiquement mettre de côté, alors que ce soit des agents d'une administration ou un automatisme, ou un algorithme, bon, c'est... alors, et puis ma réponse aussi était justement ces actes d'effacement. Enfin, c'est-à-dire ces possibilités, enfin c'est très complexe quand même, de ne pas, de désaffiliation, et d'effacement qui sont même reconnus par le droit. D'accord, mais néanmoins, l'archivage, par exemple automatique, d'un État concerne l'état civil, ne concerne pas les conversations intimes qu'on peut avoir sur un réseau social. Et d'une certaine façon, c'est dans cette épaisseur de la vie courante, d'une certaine façon, il y a quelque chose un peu différent, puisque chacun d'entre nous peut retrouver des conversations qu'on a eues il y a 4, 5, 6, 7 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la tentative de télécharger votre discussion sur Facebook, mais vous êtes très étonné de retrouver des discussions qui remontent au début de votre pratique de ces réseaux sociaux et d'y retrouver des choses, effectivement, qui sont extrêmement intimes, par exemple. Ce que l'État ne faisait pas en soi, a priori.
Oui, non, alors pour prendre un cas historique dont je me souviens, concernant il a été question de la Stasi hier, mais on pourrait parler aussi de la Securitate. Hein. Une des choses qui m'avait frappé alors j'ai oublié le nom de ce poète, qui avait tenu un journal pendant les années de dictature de Ceausescu, et qui, après la chute du mur et après donc, la chute de Ceausescu, va consulter son propre dossier. Et il a cette réflexion très juste, c'est-à-dire que finalement, il y avait tous les enregistrements de ces conversations téléphoniques, etc. Et il y avait son journal. Et il regardait et il disait finalement, ben voilà 2 récits de moi parallèles. Et donc je me dis que peut-être tu as eu cette expérience-là. Tiens, cet enregistrement, parce qu'il a une forme aussi. Hein. Enfin, c'est pas tout ça n'est pas. Il n'y a pas de. Enfin, c'est des conversations, mais c'est aussi une inscription de ces conversations, ce qui est encore une fois très, pour nous évident, mais ça ne va pas de soi. Et donc, je trouvais que c'était ce regard-là sur son propre dossier était sans doute pas le même, parce que historiquement tout bouge, mais quelque chose d'assez semblable. D'où aussi le refus pour certains, je l'ai vu concernant puisque c'était possible aux archives nationales pour les militants de regarder leur dossier RG, en tout cas leur fiche, certains qui disaient non, je n'ai pas envie. Des questions ? Oui, bonjour et merci. Puisqu'on a évoqué Gordon Bell, ce qui est intéressant, c'est que son projet, c'était aussi à l'aide d'une caméra qu'il portait, etc. Il essayait de capter aussi toutes les données et l'environnement. Donc là, est-ce qu'on a fondamentalement un déplacement dans l'idée que justement l'archive de soi va comporter des données qui étaient auparavant plus difficilement accessibles, qu'elles soient biologique, rythme d'activité, que ça soit, il essayait de tout capter. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que là, on a une rupture importante ? Et puisqu'on a parlé de l'effacement, il y a aussi aujourd'hui tous ces enjeux pour, au contraire, préserver ces archives de soi, dont je suis d'accord qu'elles sont parfois involontaires, et c'est toutes ces questions ensuite de données post-mortem et de transmission et de lutte contre l'effacement. Donc est-ce que là, on n'a pas aussi quelque chose sur ces éternités entre guillemets numériques qui se jouent, et des projets d'entreprise, c'est pour justement conserver et transmettre, et même envoyer post-mortem des messages à des destinataires choisis. Donc est-ce que là, on n'a pas des ruptures ? Bon, d'abord, il y a peut-être des personnes dans la salle qui peuvent répondre, parce que je pense que c'est aussi l'esprit du colloque. Mais concernant cette question du tout archivage, qui serait en tout cas potentiellement possible, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir ce que les artistes peuvent répondre. Et de ce point de vue-là, l'ironie d'un Christian Boltanski est tout à fait forte, puisque quand il vend effectivement à ce collectionneur sa vie au quotidien, une caméra dans son atelier, et le collectionneur pense qu'il a enfin acheté Christian Boltanski, eh bien il n'a pas acheté grand-chose. Donc mais ça c'est collègues et amis qui en parleront très bien tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cet enregistrement de soi ? Est-ce que cet enregistrement de soi, c'est une écriture de soi ? Là, finalement, est-ce que cette... là, on repasse du côté des pratiques d'écriture de soi qui peuvent avoir des supports différents. Hein. Est-ce que c'est vraiment... Ça, je ne sais pas. Est-ce que les écritures numériques, est-ce que les nouveaux supports de l'image par rapport à la photographie modifient radicalement les écritures de soi
il y a maintenant pas mal de travaux hein, qui ont été faits sur la photographie vernaculaire, et notamment les photographies familiales, les photographies aussi, les autoportraits, toutes ces pratiques-là qui sont qui sont plus faciles avec nos nouvelles technologies, mais en même temps qui sont déjà là. Hein. C'est pas dans les albums familiaux, on a régulièrement. Simplement, là, il y a une généralisation. Donc, il y a des. Enfin, je me souviens qu'il y avait des chercheurs. Alors, peut-être que Béatrice Frankel, qui est là, s'en souvient mieux, mais des chercheurs de télécom, par exemple, qui travaillaient autour de ces questions-là, donc pour enquêter aussi comment. Justement, comment, avec des équipements, hein, toute une anthropologie une ethnologie très équipée, avec des lunettes de captation vidéo, pour voir comment on est face à un écran, comment on écrit, comment on réagit dans une conversation. C'est tout ce qu'on appelle l'analyse des conversationnelle, c'est ça Oui. Pardon ? Oui, et l'ethnométhodologie. Donc, voilà, moi, c'est plus vers des travaux que je m'enverrais que vers des constats. Quant à la deuxième question, celle de la transmission, alors, je n'ai... Je ne sais pas si ça a été documenté, je ne sais pas si désormais il y a des clauses particulières. On pourrait demander à Jean-François Lahaye, qui est dans un processus d'archivage de lui-même, et qui, est-ce que, voilà, je pense que Jean-François, tout ce qui concerne, on passe du côté non pas d'archives de soi, mais des archives, disons, d'un chercheur, et bien comment il prend un certain nombre de dispositions concernant, y compris ces archives numériques, ces photographies, et comment une institution, comment tu as pu faire le tri. Là, il va parler dans ça. Disons que dans l'exercice de rassemblement et de sélection, ce qui m'a apparu en quelques mois, c'est comment ma biographie apparaissait de plus en plus fortement au travers des documents que j'ai sélectionnés. Donc je me pose la question de savoir à quel point il faut que je me raconte quand même malgré tout pour comprendre les bifurcations, les retournements, les passages à gauche. Autrement, on n'y comprend pas grand-chose. Enfin, on se dit, oh, c'est une belle archive de travail, mais on ne comprend pas grand-chose. Donc, c'est ça qui me frappe le plus dans cette tentative d'archivage de ce que j'ai fait et donc de ce que j'ai pu penser. Et avec toutes ces ruptures, le problème, c'est de reconstituer toutes ces ruptures, en fait. Le retour sur le passé a une tendance à l'effacement des ruptures. Or, si je reprends tous mes agendas sur 30 ans, je vois bien que dans mes agendas, il y a énormément de ruptures. Ouais. Jean-Philippe ? Jean-Philippe Legois, je ne vais pas vous parler d'archives et de mémoire étudiante comme hier. J'avais juste une question pour Philippe. Il y aurait plein de choses sur lesquelles réagir, mais on parle d'archives de soi. Tu as parlé aussi d'archives des nous ou de nous. Moi, j'avais une question, du coup, comment tu réagis aux collectes de témoignages oraux, les archives orales? Qu'est-ce que c'est? Des archives de soi? C'est des archives de nous? De quel nous? L'intervieweur et l'interviewé, des nous qui sont derrière chacun des deux individus? Voilà la question. Peut-être que je répondrai par l'expérience que j'ai pu avoir autour des archives autour de la pandémie à VIH, où il y a... Alors,
avec la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, on avait un peu réfléchi, et je crois qu'ils ont continué, mais sans grand succès, à collecter les archives des chercheurs, en disant, bon, ben, un certain nombre de chercheurs ont fait des entretiens, bon, comme les avait initiés d'ailleurs Michael Pollack, dont les archives, et c'est pas sans poser des difficultés, sont conservées à l'IMEC. Et non sans difficulté, parce que effectivement, dans les procédures de ces entretiens, à aucun moment n'a été écrit noir sur blanc ce qu'on appelle aujourd'hui le consentement. Donc, les chercheurs disent bah, j'aimerais bien vous donner, enfin c'est toujours parce qu'on donne toujours à une personne, hein, te donner, si c'est aux archives nationales, donc te donner ces entretiens, mais ben, je ne peux pas parce qu'en fait c'était à moi qu'ils avaient donné, c'est à moi qu'ils ont donné l'entretien. Donc voilà, donc c'est pas possible. Bon, un des arguments, en fait, enfin, un des éléments qui rentre en ligne de compte, c'est que l'archivage de la recherche pose la question de la revisite et de l'évaluation, postérieure du travail. Et les chercheurs n'aiment pas, enfin, comme on sait, on a du mal avec l'évaluation, mais alors l'évaluation, quand on est à la retraite, si vous voyez ce que je veux dire, c'est bien compliqué. Voire posthume. Et alors la deuxième manière de répondre, ce serait de dire aussi que finalement, quand on avait avec Gilles Cugnon et Catherine Violet, Janine Pierret, créé SIDA Mémoire, eh bien, assez peu de personnes ayant répondu à des entretiens n'ont déposé ces entretiens. C'est-à-dire que ce qui me paraît important, toujours, c'est de prendre le point de vue du sujet. Et si le sujet ne considère pas que ces entretiens sont archives de soi, ben, il n'y a aucune... Enfin, en tout cas, ça ne paraît pas forcément une archive de soi. Vous voyez, enfin, c'est le point de vue qu'on connaît, enfin, qui est le nôtre aujourd'hui. Pour le dire très rapidement, on n'est pas noir parce qu'on a une pigmentation très foncée. On est noir parce qu'on se ressent comme noir. Ah, ça, je vois des mous. Qui veut poser une autre question ? Oui, merci Philippe pour toutes ces propositions. J'ai trouvé particulièrement intéressant en fait la manière dont tu insères dans les archives du soi les archives du nous. C'est quand même assez, comment dire, assez inattendu. Et de ce point de vue-là, ça me fait penser. Enfin, je voudrais revenir sur les archives Ringelblum qu'on nomme un peu abusivement du nom de Ringelblum, puisque finalement, c'est un cas de figure, je suis d'accord, qui est totalement unique et qui fonde un paradigme, sans doute, mais qui est malgré tout l'archive collective qui l'organise. C'est-à-dire là, on a quand même une forme d'organisation d'une archive énorme, d'ailleurs, la mise en œuvre de tout un ensemble d'actes qui sont finalement ceux de centaines de gens. Et ça, je crois que c'est quand même un cas un peu unique dans l'histoire. Et il me semble qu'il y a deux sortes de facettes dans ces archives. Il y a demander aux gens du ghetto de se lancer dans des récits, dans l'archivage de soi à ce moment-là. Donc, initier ce geste, mais aussi, évidemment, cette visée collective qui est de constituer les archives du ghetto.
Et alors, je me demande si dans les autres cas que tu as cités, notamment les archives, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut comparer ça aux archives LGTB? Et il y a un autre cas de figure qui me vient en tête aussi, ce sont toutes ces archives qui ont été faites pendant les dictatures, des archives clandestines, qui étaient des sortes de bureaucratie plus ou moins juridique, qui visait à recueillir, à interviewer, à recueillir les paroles, à demander les descriptions de tous ces gens qui étaient torturés, qui avaient perdu des proches, etc., afin de servir au futur procès. Je pense par exemple au cas du Chili, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, sur cette catégorie archives du nous que je trouve très, très forte, très prometteuse, est-ce que tu as déjà un peu réfléchi à différentes pistes, différents types d'archives du nous? Il y a déjà un point qui est très, qui me semble très différent entre alors, les archives qui ont été initiées par un groupe d'historiens, dont Rigel Blum, puisque en fait lui était médiéviste, dans mon souvenir, et il forme un groupe, et dans un moment qui est un moment où il s'agit d'archiver le présent. Donc c'est typiquement un geste d'enregistrement du présent. Ce qui n'est pas le cas concernant, puisque en tout cas ça n'est pas évoqué concernant donc archives du présent d'une communauté qui va disparaître et dont ils ont conscience qu'elle va disparaître. C'est aussi ça qui est très troublant dans ce cas-là. C'est pas un cas d'ailleurs, c'est dans cette situation-là. C'est assez différent alors, situation intermédiaire, c'est une société qui a disparu, les rapatriés d'Afrique du Nord, qui... alors, je ne sais pas s'il y a des travaux sur l'histoire de cette construction, de ces projets de collecte. Je sais que les archives, je sais que le MUSEM vient tout récemment d'avoir une partie d'une initiative qui a raté. C'est toujours intéressant les initiatives qui ont raté, qui est celle de Georges Frêche à Montpellier, puisque Georges Frêche avait le projet de faire un mémorial des rapatriés d'Algérie française, et qu'une partie est maintenant au MUSEM. Et qu'il y a une autre initiative, celle que j'ai évoquée, qui est parvenue à ses fins, puisqu'elle a ce lieu ce centre. Alors, l'histoire de ce centre, quand est-ce qu'à un moment donné, les rapatriés d'Algérie se disent tiens, on va conserver on va se mettre à un nous, c'est-à-dire que un nous qui passe d'abord par ça s'en fond souvent d'ailleurs, un jeu qui serait une histoire familiale. Il faut peut-être. Non, mais il faut juste noter que ça fait maintenant plus de 25 ans que sur le net, des blogs, généralement donc par village ou par ville, etc., existent. Et que tous les blogueurs de ces descendants de ces villages ou de ces villes, Boufarik, Constantine, etc., archivent sur ces blogs des photos. J'ai même vu sur un de ces blogs l'archivage de la totalité de l'annuaire téléphonique de la ville pour retenir les numéros de téléphone, etc., mais aussi d'avoir entièrement refait le plan de la ville avec le nom de chacune des maisons et qui vivait dans chacune des maisons d'un quartier, par exemple. Donc il y a déjà eu un travail préliminaire qui remonte à un peu loin, mais qui effectivement a trouvé une forme différente, j'imagine, dans ce centre de la mémoire dont tu parlais.
Oui, donc là, on est dans une situation où enfin, les acteurs, en fait, moi-même, j'ai vu des choses concernant un tout petit village qui s'appelle Pérégaux, absolument tout. Et donc, les acteurs se font disons, les archivistes d'une mémoire qui est encore la leur. Et puis, on a le troisième cas, et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment, autour du conflit que la mairie de Paris, enfin, entre la mairie de Paris et le collectif Archives LGBTI, de deux générations, hein, puisque on a une génération de personnes qui ont milité pour les droits et qui sont maintenant d'ailleurs aux responsabilités, et puis des plus jeunes qui, eux, revendiquent c'est pas tellement les archives, parce que la question de leurs propres archives n'est pas évoquée. C'est plutôt, et c'est pour ça qu'une des questions, c'est quelles archives pour ce centre, avec probablement, et c'est là qu'il y a sans doute un malentendu ou des choses qui n'arrivent pas à être éclaircies sur ce que sont les archives. C'est-à-dire, est-ce que des livres sont les archives? Donc, et c'est ça qui me paraissait intéressant, c'est qu'en fait, cette revendication d'archives du nous repose le vieux partage entre, d'un côté, le musée, les archives, c'est-à-dire les objets d'un côté, hein, et la bibliothèque. Donc c'est cette fameuse répartition, hein, qui sépare nos politiques du patrimoine. Avec et ça, c'est, je pense, une dimension qui peut-être irait pourrait répondre, si tu veux, à ta question de ça, finalement, est-ce que à travers ces archives d'un nous, il n'y a pas des situations très différentes, sans parler des archives que tu as évoquées, qui sont où l'acte d'archivage, je l'ai vu en Pologne, toi aussi, concernant Solidarnosc, où l'archivage en fait de Solidarnosc a été évidemment permanent pendant le régime communiste, et même un archivage involontaire, puisqu'aujourd'hui à Denver, dans le Colorado, il y a plus d'archives de Solidarnosc, puisque la CIA avait archivé elle-même. Et donc aujourd'hui, si on veut travailler sur Solidarnosc, en fait, il faut plutôt aller aux États-Unis. Donc un archivage là, alors ça peut être et c'est le cas en Amérique latine. Hein. Je ne sais pas s'il y a des collègues chiliens, mais enfin les collègues chiliens disent souvent qu'il y a plus de choses aux États-Unis sur l'opposition chilienne qu'au Chili, avec ses problèmes. Juste une question. Est-ce que les participants à la table ronde, qui doit s'ouvrir dans quelques minutes, sont tous arrivés? Parce que je n'ai pas vu Hélène. Est-ce que Patrice Marcillou est là? Ah, voilà, d'accord. Oui. Donc, et je n'ai pas vu Hélène Dumas. Donc, on peut se permettre encore une ou deux questions. Ah, c'est excusé. Pardon. D'accord. Donc, on pourra commencer tout de suite ensuite. Merci. Philippe, j'ai une question qui est assez générale et assez simple peut-être. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un archive de soi? Je pose cette question parce qu'aux États-Unis maintenant, s'il y a l'archivage, comme j'ai dit hier, c'est très très branché. Tout le monde veut avoir des archives et nommer l'archive. Mais ça fait une concurrence entre les institutions pour avoir une archive féministe, une archive critical theory, une archive de ça. Et les mêmes personnes sont poussées de mettre leurs archives dans les 2-3 endroits. Ça veut dire que si, par exemple,
vous ou moi, oui, on me demande une archive féministe, c'est ça, je peux choisir ce que je veux. Et après ça, il y a un comité qui va choisir les choses qu'il veut. Et avant ça, il y a un autre comité qui va choisir qui est une féministe. Et c'est pour ça que je demande, enfin, ce n'est pas vraiment un archive de soi. C'est façonné dans le mode qu'on veut avoir, penser et réfléchir dans l'avenir. Et il y a plein de jeux là que je veux demander. Je ne crois pas que c'est une archive de soi. Oui, merci. Effectivement, c'est pour ça que je posais la question à Jean-François Lahaye, mais il y a d'autres cas, et je parlais de cette... Alors j'ai pris l'exemple de la... pour évoquer cette question des identités, j'ai pris l'exemple de la couleur, parce qu'il semble il traverse beaucoup les sciences sociales françaises aujourd'hui, mais on pourrait effectivement prendre... puisque j'ai parlé de Michel Perrault et qu'on en parle beaucoup, Michel Perrault a décidé et c'est suite d'ailleurs à un geste à Françoise Héritier, parlons de Françoise Héritier plutôt que Michel Perrault, ce sera plus simple pour moi. Françoise Héritier, donc professeur en cette maison, n'a pas versé ses archives au Collège de France, mais a décidé de les verser aux Archives nationales. Bon, et les a versés, non seulement elle les a versés, mais Yann Potin me rappelle toujours son propos. Elle n'a pas dit « je donne mes archives aux Archives nationales », elle a dit « je rends mes archives aux Archives nationales ». Donc elle considérait qu'effectivement, dans notre pays, qui est la France, qui est un contexte archivistique totalement différent, eh bien, il y avait une institution qui avait vocation à recevoir ces papiers. Et d'ailleurs, Patrick a évoqué les archives du Collège de France, mais au fond, les archives du Collège de France, ce ne sont qu'une succursale des Archives nationales, si je puis me permettre. Donc, je me permets, succursale certes luxueuse, certes riche, peut-être plus riche que les Archives nationales, et donc c'est très bien, comme l'IMEC n'est qu'une succursale, permettez-moi de le dire, des Archives nationales. Puisque si l'IMEC disparaît, eh bien, un certain nombre de fonds iront dans les archives. En tout cas, c'est comme ça que ça m'a été présenté quand j'ai moi-même été dépositaire des archives de Michel Foucault. Donc, c'était quand même l'idée que tout ça est dans un fonds commun et que l'étiquetage est une vraie question aujourd'hui. C'est vrai, quand on arrive à Pierrefitte, il y a marqué « archives citoyennes ». Alors archives citoyennes, alors on est content que ce soit marqué citoyenne parce que ça va bien. Si c'était archives citoyens, ça serait moins bien. Mais je veux dire par là que c'est ce que vous décrivez est effectivement très à mon sens, c'est pas seulement une question d'étiquetage. C'est-à-dire, c'est comment on écrit ça, comment on écrit, puisque moi je considère que l'archivage c'est un acte d'écriture, on écrit sa postérité. Et que de ce point de vue-là, on ne dira jamais assez, non seulement il faut faire maintenant, vous savez, nos fameuses recommandations anticipées, concernant, d'ailleurs, faites-le pendant la pause, concernant c'est très important, toujours un peu de santé publique, ça ne fait pas de mal. Et par ailleurs, faites des recommandations anticipées concernant vos archives. Je le dis évidemment sans de l'autorité que je n'ai pas. Oui.
Si je puis me permettre, j'avais juste une question. Enfin, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur les archives du Collège de France comme étant une succursale luxueuse. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le terme luxe. Qu'entendez-vous par là? En fait, je trouve que ça a besoin d'être expliqué, puisque enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire par luxueuse. Parce qu'en fait, si elles ne reçoivent pas les fonds, elles sont privées des fonds, donc elles n'ont plus... Est-ce que vous entendez par là luxueuse dans le sens de... pour la richesse de ces fonds, ou luxueuse pour la richesse de ses moyens? Ou, voilà, j'aimerais que vous... Puisque vous veniez de dire que... Oui. Ouais. Non, c'est parce qu'hier dans la matinée, il a été question de ce paradoxe, de cette méfiance à l'égard de l'État, enfin ce double paradoxe, le fait que d'un côté, l'État ne soigne pas les archives nationales, puisque comme nous le savons tous, c'est vraiment le parent pauvre du ministère de la Culture, et que d'un autre côté, les archives nationales sont vues comme le méchant État, c'est-à-dire l'incarnation d'un État dominateur. Donc je revenais simplement sur la faiblesse des moyens. Faut-il rappeler, mais en fait c'est quasiment une journée professionnelle, donc c'est un petit peu compliqué de dire ça, mais 1 mètre linéaire aux archives nationales, en tout cas à lire le site des archives, je crois que ça coûte 60 € par an à l'éternité. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'une institution comme le Collège de France, et c'est très bien, a des moyens plus importants que les archives nationales pour son travail de conservation. Donc, c'est aussi bien. Alors, on est dans une situation, pour répondre aussi à notre collègue américaine, qui est très différente, puisqu'on est entre institutions publiques. Ce que vous dites, c'est que on est aussi dans des fondations privées où la question de la concurrence, et ça a été évoqué, la marchandisation est très forte. Et elle commence à rentrer, y compris entre institutions publiques, cette question de la marchandisation, et le Collège de France le sait bien, puisque, en l'occurrence, les archives de Michel Foucault devraient être chez vous, pour pas un centime, et qu'on les a payés 3,8 millions. Donc, nous, contribuables, pour la Bibliothèque nationale de France. Bon, donc, il y a quand même là quelque chose à un petit peu discuter sur ce terme de archives en danger. Ça a été évoqué, archives en danger aussi, parce que les archives de soi, aujourd'hui, elles se monnaient. Oui, merci, ça répond à la Agnès question. Magnin. Et puis, on passera à la table ronde ensuite. Enfin, encore une fois, en modérant mon propos, puisque je pense que le Collège de France, sa priorité, c'est pas forcément de mettre de l'argent dans les archives. Mais il le fait très bien, il gère très bien ces archives qui, effectivement, pourraient aboutir aux archives nationales, mais c'est pas grave. Moi, je voudrais revenir sur cette idée de malentendu qui me semble vraiment très intéressante et peut-être définitive. Intéressante parce que je crois qu'effectivement, dans la conception qu'un citoyen a des archives, il y a beaucoup de méconnaissance, il y a beaucoup de méfiance, encore plus quand il s'agit d'un collectif peut-être, et il y a des erreurs d'ailleurs, enfin il y a des confusions terribles. Tu citais le cas de Françoise Héritier, qui est magnifique, et en même temps on a des tas de chercheurs, tu citais le cas de Michel Foucault, mais on a des tas de chercheurs qui n'ont pas du tout de conscience que leur propre production en tant que chercheurs, quand ils sont à l'EHESS ou au CNRS ou je ne sais quoi, est d'abord une production à caractère public d'archives. Et ça, je pense qu'on aura encore beaucoup de mal à faire mieux comprendre quel est le rôle des institutions publiques d'archivage au service des agents publics, dans toutes leurs composantes. Et en même temps, je comprends bien certains producteurs d'archives privées, quels qu'ils soient, qui, à cause de cette méconnaissance, de cette méfiance, vont faire appel soit à une institution
qu'il considère différente des archives nationales. Je pense, et Gilles Manceron est là, c'est amusant, mais je pense à la Ligue des droits de l'homme qui a déposé ses archives à la BDIC, enfin à la Contemporaine, peut-être en pensant que c'était c'était moins dangereux, c'était moins dangereux de les mettre dans un service de l'État, mais la Contemporaine est tout autant une institution finalement de l'État que des archives nationales, puisqu'elle relève de l'université de Nanterre, etc. etc. Donc il y a des confusions très intéressantes. Et finalement, au-delà de la question du statut, de la méfiance, est-ce que d'abord, enfin souvent, son propre archivage ne relève pas d'une volonté de rester ad vitam aeternam le maître de ses propres archives, finalement le propriétaire de sa mémoire. Et je crois qu'on aura beau convaincre, on aura beau expliquer que nous, archivistes, c'est d'abord une approche scientifique, c'est préserver, c'est mettre des moyens au service de cette mémoire, etc. Je crains malheureusement qu'on soit assez impuissant dans certains cas à garantir que déposer sa vie dans une institution publique n'est pas perdre un peu de la maîtrise de sa mémoire. Voilà. Je suis un peu pessimiste, mais tout n'est pas universel. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, je crois qu'il y a une autre illusion qui est celle qu'on va être objet de recherche. Ça m'étonne toujours, d'ailleurs, quand on demande à un chercheur de déposer ses archives, il est là. Oh non, je sais pas. Je vais lui dire, tu sais, c'est plutôt un cadeau parce que, et tu sais, il y a bien des sujets, comme disait Michel Foucault, il y a plus d'idées dans le monde que d'intellectuels. Hein. Si là, on parle simplement des archives scientifiques. Et d'une certaine manière, je crois que ça a été un point de rupture pour moi avec l'Association pour l'autobiographie. C'est-à-dire faire croire aux gens que leur vie a de l'importance. Mais nos vies n'ont pas d'importance. Elles n'ont pas plus d'importance. Je veux dire. Et la question et c'est même quelque chose, quand je parlais de recommandations mémorielles, je dirais, on pourrait aussi écrire, pour revenir à Foucault, puisque j'aime bien cette citation, disons, d'un document qui n'est pas souvent dans les archives, mais pas de publication posthume, pas de travaux posthumes. C'est-à-dire, de même qu'on ne veut pas... non, je n'ai pas envie d'être dans un livre d'histoire. C'est l'effacement définitif. Voilà, donc c'est juste pour faire réagir Yann Potin. De soi. Alors que fondamentalement, on en parlait hier avec la dimension relationnelle des archives, on est avant tout des témoins, on enregistre quelque chose des autres, c'est l'image de la correspondance passive, et l'usage principal des fonds d'archives, c'est quand même non pas de parler de la personne, sauf, d'ailleurs la plupart des biographies ne s'appuient pas sur les fonds d'archives trop bien conservés, parce qu'il y a trop de traces. Vous verrez aucune biographie qui utilise les agendas de quelqu'un s'ils sont tous conservés. C'est pas possible, l'écriture est impossible. Donc, en revanche, voilà, c'est sur cette obsession de la sécrétion interne qui est hallucinante quand même. Alors que fondamentalement, la vie, c'est recevoir et quelque chose qui passe à travers nous et qu'on enregistre, une lettre, et ça, c'est pas soi. Et l'archive de soi, c'est avant tout l'archive des autres. Merci Yann, on va d'ailleurs y revenir dans la table ronde qui suit. Merci Philippe.